votre propre opinion. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Radio X-Files. Avec Christian Page. Oh my gosh. Radio X. And Donald Trump says he is declassifying all government files about aliens and UFOs. He declared Americans deserve greater transparency, but that comes after he criticised former President Barack Obama for saying aliens are real. I don't know if they're real or not. I can tell you he gave classified information. He's not supposed to be doing that. He made a big mistake. He took it out of classified information. No, I don't have an opinion on it. I never talk about it. A lot of people do. A lot of people believe it. It remains unclear how much material will be released. Bienvenue dans les radios X-Files de ce vendredi soir où nous allons parler de ces documents révélés, là, la grande divulgation concernant les ovnis. Christian Page, bonsoir. Bonsoir, Nick. Donc, c'est ça, le week-end dernier, on a déclassifié beaucoup de documents, c'est ce que je comprends. Oui, tout à fait. Donc, notre dernière émission, oui, pardon, je vais le dire, notre dernière émission concernait les ovnis et c'était vendredi dernier. Et en même temps où on a fait cette émission, le département de la Défense, maintenant le département de la guerre, comme on dit, a mis sur son site, son site Internet, il a mis accessible, on parle en fait de 160 dossiers à peu près qui ont été rendus publics et ensuite relayés sur 2 sites avec des noms gouvernementaux, là, des noms de domaines enregistrés au nom du gouvernement américain, qui est Aliens au singulier et Aliens au pluriel et Alien au singulier.gov. Donc ces dossiers-là ont été relayés. On parle de, comme je l'ai mentionné, à peu près d'une 160 dossiers sur les ovnis. On parle, quand je dis 160 dossiers, c'est des dossiers évidemment avec beaucoup de pages et multiples. Et donc ces dossiers-là ont été rendus publics et ça répond en fait à cette, on l'a entendu un peu dans l'extrait du début, à cette annonce que Donald Trump avait fait il y a quelques semaines. En fait, il la traîne depuis le début de l'année. Mais c'est vrai qu'au cours des dernières semaines, il a été plus insistant, et en particulier après que Barack Obama, d'ailleurs, on voit ici, c'est vraiment une guerre de mots parce que on voit pas en quoi donner une opinion, c'est révéler des informations secrètes, là. Mais c'est ça, Barack Obama avait, il y a quelques semaines, alors qu'il était en entrevue, avait commencé par dire, on y avait posé la question, vous pensez quoi des extraterrestres et des ovnis? Et Barack Obama, il dit, bon, ben voilà, oui, les aliens existent, mais je ne les ai jamais vus. Et là, ben évidemment, bon, il donne une opinion. Il y a rien là-dedans de confidentiel, là, tu sais. Les extraterrestres existent, mais je les ai jamais vus. Mais évidemment, c'était plein d'ambiguïté et pour certaines personnes qui sont prêts les gens qui croient aux visites extraterrestres, ben pour eux, c'est un peu comme une forme de confirmation que Barack Obama confirmait l'existence des visiteurs extraterrestres. Et quelques jours après, ben Barack Obama, en fait, le lendemain, Barack Obama a dû un peu s'expliquer parce qu'il était inondé de questions à ce sujet-là. Et là, il a précisé, ben là, écoutez, là, j'ai l'impression que c'était clair. Oui, je crois que les extraterrestres existent dans la mesure où l'univers est tellement vaste qu'on ne peut pas considérer. En fait, c'est la statistique joue contre nous. Là. Il doit certainement exister d'autres civilisations dans le cosmos, mais je ne les ai jamais vues. Et si des gens croient qu'on garde quelque part dans des hangars des soucoupes volantes ou des extraterrestres, ben dis-moi, je les ai jamais vus. Donc, il avait précisé sa position. Quand on entend Donald Trump dire, il a fait des révélations, tu sais, on voit pas en quoi se donner son opinion devient soudainement une ouverture à des révélations extraordinaires, mais bon, c'est du grand Donald Trump, finalement. Mais Donald Trump a rebondi là-dessus pour dire, ben voilà, oui, je vais rendre public les dossiers sur les ovnis. Il faut quand même le dire, hein, Trump n'a absolument aucun intérêt pour la question. Autant dans son premier mandat que dans son nouveau mandat, on l'a questionné. Il dit, moi, je n'ai jamais parlé de ça. Il montre clairement qu'il n'y a pas d'intérêt. Il dit, les gens s'intéressent à ça, les gens en parlent. Moi, je n'ai pas d'opinion, ça m'intéresse pas. Mais bon, puisque ça intéresse les gens, allons-y et rendons public ces dossiers.
C'est vrai que la question des ovnis, c'est un sujet qui est revenu un peu à la mode à partir d'un article qui a été publié en 2017 dans les pages du New York Times, qui évoquait que le gouvernement américain, puis là, je ne ferai pas tout un exposé pour revenir sur cette histoire-là, mais c'est quand même important de remettre un peu le contexte actuel. Hein. Le gouvernement américain s'est intéressé à la question des ovnis à partir de 1947 et ils ont officiellement cessé de s'y intéresser en 1969. Et ce projet-là, donc, qui a perduré pendant 22 ans, a changé de nom en cours de route, mais on le connaît surtout sous le nom de Projet Blue Book. Et puis en 1969, l'armée américaine a fermé les livres en disant, ben voilà, on a enquêté sur 12 614 observations d'OVNI, 701 sont demeurées non identifiées, ce qui représente à peu près 3,5%, ce qui tombe dans la marge d'erreur. Là. Tu sais, là, quand on dit là, la marge d'erreur, c'est à peu près 5%, on est en dessous de ça. Là. Donc, et les Américains disaient, ben, il n'y a rien vraiment, les gens qui avaient enquêté là-dessus disaient, lorsqu'on parle d'OVNI, même dans le cas des observations non identifiées, qui demeuraient non identifiées, les enquêteurs étaient catégoriques. Ils sont demeurés non identifiés ou bien parce qu'on n'a pas assez d'informations ou parce que les informations qui nous ont été données sont erronées ou bien on n'arrive pas à trouver exactement ce que c'est, mais c'est clair que même les cas non identifiés ne permettent pas de conclure en des visites extraterrestres. Ça, c'était catégorique. Oui, il y a des phénomènes aériens non identifiés, mais rien ne permet de croire que nous sommes visités par des extraterrestres. Donc ça, c'était la position sur laquelle s'était rangé le département de la Défense à l'époque, en 1969. En fait, les conclusions ont été publiées au début de 1970. Et on avait l'impression qu'à partir de là, rien ne bougeait. Si au début des années 2000, par exemple, tu avais fait une demande au département de la Défense sur les ovnis, on t'aurait dit, ben, écoutez, Monsieur Cloutier, si les ovnis vous intéressent, allez aux Archives nationales, allez consulter les dossiers du projet Blue Book. Tout est disponible aux Archives nationales. C'est ce qu'on a. Merci, bonsoir. Et le gouvernement américain ne s'intéresse plus à la question des ovnis depuis 1969. Dans les faits, hein, j'en reviens à ce fameux article de 2017 qui va relancer en fait le sujet. Ce qu'on apprenait dans cet article, c'était que le gouvernement américain, même s'il prétendait haut et fort qu'on ne s'intéressait plus à la question des ovnis depuis nombre d'années, entre 2008 et grosso modo le 2012, on peut même déborder un peu sur 2013, mais grosso modo durant cette période, on apprenait que le gouvernement américain avait financé à coût de 20 millions de dollars un projet d'étude sur les phénomènes aériens non identifiés. Projet qui portait le nom, l'acronyme c'était ATIP. Si je le traduis en français, c'était Bureau d'identification des menaces aérospatiales avancées. C'était ça ce que voulait dire ATIP. Contrairement à ce qu'il y a toute une espèce de confusion, hein, parce qu'on dit, bon, c'est une enquête du gouvernement. C'est pas tout à fait vrai. C'est sûr que les gens qui nous écoutent diront, on s'enfarge un peu dans les fleurs du tapis. Là. Mais au niveau de l'administration, c'est quand même important de savoir que ce projet était une sous-traitance. C'est-à-dire que le gouvernement américain s'était fait approcher par un élu, Harry Reid, qui représentait le Texas. Et Harry Reid avait réussi à convaincre des dirigeants au département de la Défense d'investir des sommes d'argent, en fait, donner des sommes d'argent à un milliardaire qui s'appelle Robert Bigelow. Et à l'époque, Robert Bigelow était propriétaire d'un ranch dans l'Utah qui s'appelle le Skinwalker Ranch. Et au Skinwalker Ranch, on rapportait des phénomènes étranges, hein, lumière dans le ciel, mutilation animale, phénomène de poltergeist, créatures mystérieuses de type loup-garou, là, bon, toutes sortes de trucs un peu bizarres. Et Harry Reid avait réussi à convaincre des représentants au département de la Défense en disant, si on investit de l'argent dans l'étude de ces phénomènes, on pourrait peut-être éventuellement tirer des découvertes technologiques ou une science, disons, un peu exotique derrière ces phénomènes. Et le gouvernement américain, je ne sais pas trop de quelle façon, il faut dire que à l'époque, il devait peut-être en avoir quelques-uns qui étaient sur le cannabis, mais quoi qu'il en soit, on a donné le feu vert à ça. Oui. On s'est dit, OK, on va donner le feu vert. Et ça a duré pendant 4 ans, ça a coûté 20 millions. Les gens se diront, 20 millions, c'est sérieux. Il faut quand même savoir que le budget annuel du département de la Défense, à cette époque-là, ça oscillait entre 650 et 750 milliards de dollars par année. Par année. Donc, tu comprends que 20 millions de dollars sur 4 ans et demi,
c'est de la menue monnaie au fond d'une poche, là, si on le compare au budget annuel du département de la Défense. Et après 4 ans, ben, il y a quelqu'un qui s'est réveillé au département de la Défense, puis s'est dit, ben, elle sert à quoi cet argent-là? Ah, c'est des gens à Skinwalker Ranch qui enquêtent sur des loups-garous. Ben là, écoutez, là, c'est pas notre travail, ça. Fait qu'on a fermé le robinet et ça a été la fin du programme ATIP. Les gens qui ont été impliqués, je pense notamment à un nom qu'on entend souvent dans le milieu des ovnis ces dernières années, un type qui s'appelle Luis Elizondo. Ben, Luis Elizondo, ben, souvent, il dit ouais, je travaillais pour le gouvernement américain, je t'en charge d'un programme sur les ovnis. C'est vrai qu'il était associé au programme ATIP, mais comme je l'ai mentionné, le programme ATIP était une espèce de sous-traitance, un sous-programme du département de la Défense qui n'était pas vraiment officiel. C'était plutôt des sommes d'argent qui étaient allouées à un milliardaire. C'était un peu nébuleux, tu comprends? Je pense que Luis Elizondo a tendance ici là, à peser fort sur son crayon puis à améliorer son CV. Là. Parce que d'ailleurs, à tous les fois où il fait cette mention-là dans les médias, il y a quelqu'un au département de la Défense qui le ramène à l'ordre et qui publie immédiatement un communiqué en disant « Attention, Luis Elizondo n'a jamais été chargé d'un programme d'études sur les ovnis au sein du département de la Défense. On veut être clair. » Mais bon, Luis Elizondo crie au scandale puis au complot, là, parce que bon... Mais ça peut paraître, encore une fois, comme je te dis, c'est un peu comme s'enfarger dans les fleurs du tapis, mais au niveau administratif, c'est quand même important de comprendre que c'est une sous-traitance. Un peu comme, on pourrait le comparer un peu au programme SACLIC ici, c'est-à-dire qu'on a le programme du gouvernement, mais on a confié le développement du projet à des tierces parties. Et oui, c'est vrai que SACLIC, c'est un projet du gouvernement, mais ceux qui le géraient n'étaient pas des gens du gouvernement. Et c'est éventuellement, bon, on connaît l'histoire avec les dépassements de coûts puis tout ça. Puis là, le gouvernement s'est aperçu qu'il s'était fait un peu fourrer pendant tout ce temps-là. Ben, c'est un peu ce qui est arrivé avec ce fameux programme ATIP. Mais quoi qu'il en soit, sans entrer dans la politicaillerie, disons que le fait que le New York Times, en 2017, ramène cette histoire-là en disant, ben voilà, le département de la Défense s'est quand même intéressé en coulisses à la question des ovnis, ça a ravivé de l'intérêt. Et en même temps que cet article est paru, le New York Times avait mis en ligne 3 vidéos qui avaient été tournées par des militaires, dans les US Navy, entre autres, des images qui montraient apparemment des phénomènes aériens non identifiés, qui avaient été filmés durant des manœuvres militaires au-dessus de zones militarisées. Donc, certaines de ces manœuvres-là avaient eu lieu au large de San Diego, du côté de l'océan Pacifique, et de l'autre côté, quelques années plus tard, après, du côté, là, on est au nord de la Floride, la Georgie, là, dans ces coins-là, dans l'Atlantique. Là aussi, on avait eu des manœuvres militaires et des gens avaient filmé des phénomènes aéronautiques un peu étranges. Donc, on met ces vidéos-là en ligne. Et là, soudainement, on a toute une nouvelle génération de gens qui n'étaient pas là dans les années 60 ou 70, qui ont grandi après. Et là, ils découvrent ce sujet-là, puis ils se disent, ben wow, c'est intéressant. Si les pilotes voient des ovnis ou les films, c'est que forcément, il doit y avoir quelque chose d'intéressant. Puis les pilotes, ben, ce sont des gens convaincants, ce sont des gens professionnels. On a souvent parlé ensemble que les études ne montrent pas ça. C'est un préjugé, disons un préjugé favorable, mais c'est quand même un préjugé qui ne repose pas sur des analyses, parce que bon, toutes les études montrent que peu importe qu'on soit un pilote ou un civil, un chauffeur de taxi, si on ne sait pas ce que l'on observe dans le ciel, bien évidemment, toutes nos évaluations en termes de distance, de vitesse et tout ça, tu sais, un pilote, même si un pilote dans un avion peut reconnaître à distance un F-18 ou un F-16, mais quand il ne voit qu'une lumière dans le ciel, il est impossible. Il est impossible de savoir si cette lumière-là est à 2 km ou à 20 km. Et s'il part du principe qu'elle est à 20 km alors qu'en réalité elle est à 2 km, ben, tu comprends que toutes ces évaluations en termes de vitesse et de mouvement sont erronées. Là. Donc, un coup qu'on comprend ça, mais c'est pas grave. Pour le public en général, un pilote, ça se trompe pas, puis un pilote, c'est un bon observateur. Et ça a ravivé, en fait, l'histoire des ovnis. Et là, il y a eu, au cours des 3-4 dernières années, dans la foulée d'abord de la première administration Trump, et ensuite dans la foulée de l'administration qui a suivi, là, l'administration Biden, on a eu des auditions au Congrès, une espèce d'audition qui était bipartite, républicain et démocrate, pour enquêter, pour recevoir des gens pour parler de la question des ovnis. Et donc là, on a reçu des gens
qui se définissaient un peu comme des sonneurs d'alerte. Et ces gens-là sont venus, d'une part, il y a des gens qui ont témoigné. On pourrait classer ces gens qui sont venus parler devant le Congrès en deux types. Il y avait les gens qui avaient vécu des expériences personnelles avec les ovnis. Donc, on a eu ces fameux pilotes qui disaient, bon, ben moi, j'étais dans mon F-18, puis j'ai vu ce truc-là apparaître sur mon écran radar, puis on le suivait au radar, etc. Donc, ils racontent cette histoire-là. Donc, on a des témoins qui viennent parler d'une expérience empirique, là, quelque chose qu'ils ont vécu. Et ensuite, on avait ces fameux sonneurs d'alerte qui, eux, apparemment, avaient des histoires assez fantastiques à raconter en disant oui, moi, je connais quelqu'un qui travaillait dans une base militaire où il y avait des ovnis, puis des extraterrestres, puis il y avait un programme de récupération de soucoupes volantes, puis là, il disait qu'il y avait des compagnies gouvernementales ou paragouvernementales. On pense par exemple à Lockheed, dans son groupe de Skunk Works, qui développe notamment des avions et qui a développé notamment des avions furtifs et qui travaille maintenant au développement des drones pour le gouvernement américain. Donc on dit, ben voilà, ces gens-là profitent du fait qu'on ait récupéré des engins extraterrestres parce qu'on fait de la rétro-ingénierie puis ils adaptent cette technologie sur ces appareils-là. Puis ils sont financés par des budgets secrets au sein du gouvernement, des black budgets. Bref, des histoires assez fantastiques, dignes des X-Files. Là. Entendons-nous, là, tu regardes ça, tu vois, ça c'est digne des X-Files. Et tout ça a ramené encore une fois cet intérêt sur les ovnis. Et chacun, évidemment, clame haut et fort que le gouvernement américain sait tout sur les ovnis, cache une réalité depuis des années au public. Et à en croire les amateurs d'ovnis, c'est le plus grand secret de toute l'histoire de l'humanité et le plus important secret de l'histoire de l'humanité. Et là, évidemment, on réclamait à cri l'ouverture des dossiers, la divulgation et tout le reste. Et donc, éventuellement, le président Trump a décidé d'aller de l'avant avec un projet de divulgation de dossiers. Et ce projet de divulgation, comme je l'ai mentionné, ça a commencé vendredi dernier. On l'annonçait quand même depuis plusieurs mois. Ça a commencé vendredi dernier. Et là, donc, on a un premier lot de documents qui sont accessibles. Et là, donc, au cours de la dernière semaine, je me suis penché là-dedans. J'ai visité à peu près tous ces dossiers-là. Et je te dirais, ultimement, que personne n'est content. Ah bon? Et je t'explique pourquoi personne n'est content. Parce que, bon, d'abord, il n'y a rien d'extraordinaire dans ces dossiers. Puis là, sans prendre une position personnelle, là, je le regarde froidement, là, comme un journaliste. Tu regardes ça, tu dis, OK, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a plein, sur les documents qui sont rendus publics, il faut quand même savoir qu'il y a à peu près 70% de ces documents qui étaient déjà connus. Donc, c'est pas des révélations. Là. On s'attendait à bang, des documents que personne n'avait jamais vus. C'est absolument faux. Là. 70% de ces documents-là sont connus, étaient archi connus. Il y a des photographies, notamment de la NASA, qui ont été publiées. Il y a des transcripts de communication entre les astronautes et les stations au sol. Et là, on remonte loin. Là, on remonte au vol Gemini dans les années 60 et les vols Apollo dans les années 70. Il faut savoir que tous ces documents-là ont toujours, tout le moins toujours, depuis 40 ans, ces documents-là sont accessibles. Donc, avant l'avènement de l'Internet, si tu voulais avoir un transcript des communications, par exemple, durant l'émission Apollo 11, Apollo 12 ou Apollo 17, tu écrivais à la NASA et tu recevais chez toi un beau paquet avec les feuilles en papier photocopiées du transcript original de toutes les communications. Et avec l'avènement de l'Internet, aujourd'hui, ces dossiers-là sont tous disponibles sur le site de la NASA. Donc, il suffit aux gens qui nous écoutent de cliquer, d'aller sur le site de la NASA, de dire, transcript Apollo 11, puis vous allez avoir accès à ces dossiers-là, puis vous pouvez les télécharger en format PDF. C'est des documents qui sont accessibles au public depuis minimalement 40 ans. Et il en va de même pour les photographies qui ont été prises par les astronautes, et notamment durant les missions Apollo. Uniquement pour les missions Apollo, les missions lunaires, on parle de 6500 photographies qui ont été prises. Et là, je ne parle que des missions lunaires Apollo, là, sans compter les missions précédentes, Gemini, Mercury, tout le reste. Toutes ces photographies aussi sont accessibles au public depuis des années, sinon des dizaines et des dizaines d'années. Et aujourd'hui, avec notre moteur de recherche, on va sur le site de la NASA, puis on dit photographie Apollo 12, par exemple. Et là, vous allez avoir toutes les photographies de tous les magasins de pellicules qui ont été prises par l'émission Apollo 12. Donc,
c'est un peu l'ensemble des documents qu'on voit là-dedans. Donc, 70% de ces documents étaient déjà connus du public. Ils n'étaient pas secrets. Ils ont pu être un temps secret. C'est sûr qu'au lendemain de la mission Apollo 11, j'imagine qu'on n'a pas rendu ça public tout de suite. Il y a eu un débriefing avec les astronautes, puis on voit d'ailleurs sur le document original, en haut, c'est écrit confidentiel. Mais disons que cette confidentialité a été levée il y a plus de 40 ans. Donc, c'était pas une grande révélation. Donc, on a des documents comme ceux-là. Et puis, il y a d'autres documents qui sont des documents du FBI, service de l'armée américaine. Et ces documents-là sont très échelonnés dans le temps. Par exemple, tu as des documents qui datent de 1947-1948 où... puis c'est pas des documents qui sont très révélateurs. Tu sais, un type appelle le bureau du FBI en 1952 pour dire, moi, je voudrais signaler avoir vu un ovni, il s'est posé dans mon champ, puis il y a 2 bonhommes qui ont sorti. Même si le document est écrit sur un papier en tête du FBI, c'est le genre d'histoire qu'on retrouve dans la littérature, là, des histoires de bonhommes qui disent avoir vu des extraterrestres débarquer d'une soucoupe volante. Ouais, c'est de la science-fiction un peu. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien de nouveau là. Non, et ces documents-là sont très échelonnés dans le temps. Hein. Il y a des documents du FBI, les gens qui nous écoutent peuvent le voir, si on télécharge ces documents-là, qui sont accessibles, comme je le dis, soit sur le site du département de la guerre, ou bien alien.gov ou aliens au pluriel.gov. Vous téléchargez ça, là, vous allez voir des documents du département de la Défense, 1947, 1948, 1950, des documents qui sont plutôt vieillots quand même. Et ça remonte jusqu'à des documents, il y a quand même des documents plus récents, là, 2014, 2015. Mais encore une fois, il n'y a rien de révélateur là-dedans. Un pilote qui dit, voilà, j'ai vu une lumière traverser le ciel. Des documents comme ceux-là, chaque année, si, par exemple, le Transport Canada publie chaque année des observations comme ça qui sont rapportées par des pilotes civils, tu sais, un avion, par exemple, d'Air Canada faisant une liaison entre Montréal et Vancouver, le pilote a rapporté qu'il avait vu une lumière dans le ciel à telle ou telle altitude. Bon, des documents comme ça, ils en apparaissent chaque année. Tu sais, il n'y a rien de très extraordinaire. Donc, quand je dis que personne n'est satisfait, personne n'est satisfait parce que ceux qui ont suivi les auditions au Congrès, ceux qui croient fortement que le gouvernement américain possède des ovnis dans des hangars, c'est caché, puis des extraterrestres, ils sont très déçus parce qu'il n'y a rien là-dedans. Il n'y a pas de cette information-là, oui. Ces documents-là, c'est du document ordinaire, tu sais, comme il en circule depuis toujours. Pas de grandes révélations, pas d'affaires sur Roswell, pas d'histoire de cadavres d'extraterrestres gardés dans des hangars, pas d'histoire de vortex spatio-temporel, puis rien de ça. Là. Donc, on comprend que ces gens-là sont très insatisfaits de ces documents-là. Et quand on dit d'ailleurs la révélation, il y a même certains de ces documents-là qui sont largement censurés. Donc, tu dis, ça donne quoi de rendre public un document? Tu dis, on va le rendre public. Il est caviardé, mais il est cavardé à 80%. Là. C'est un peu ridicule. Mais bref, donc, on comprend que les gens qui croient à ces histoires d'extraterrestres, d'ovnis, de hangars secrets, tout ça, ils sont très insatisfaits parce que ces documents-là ne révèlent strictement rien dans ce sens-là. Et de l'autre côté, les gens comme moi, qui sont plus posés, qui s'intéressent à la question, qui sont plus posés, même si on ne croit pas que l'armée a des soucoupes volantes dans un hangar, on est quand même intrigué par le contenu de ces rapports-là. Ce qu'on constate, c'est que ces documents-là sont lancés un peu en vrac. Il n'y a pas de contexte qui est donné. On nous montre une photo, on dit, voilà une photo ou un film, puis voilà. Il n'y a pas vraiment de contexte qui est apporté. Donc, mettre un film, par exemple, où on voit soi-disant un ovni, puis on nous dit, voilà, ça a été filmé en 2012 au-dessus, durant des manœuvres en Irak, par des militaires qui étaient en position. Ouais, mais on aurait aimé savoir sur quel système, c'était quoi la longueur optique. Tu comprends, il y a des détails qui permettraient à des gens qui sont plus posés de dire, OK, est-ce que je peux faire une analyse de ces images-là? Mais on n'a pas ça. C'est comme lancer en vrac. On a comme l'impression, j'ai un bon ami à moi, Jocelyn Keller, qui est un auteur français, qui est un peu une espèce d'équivalent d'un Christian Page français. Et Jocelyn dit, coudonc, est-ce qu'ils ont vidé les poubelles? Puis c'est un peu ça que ça donne l'impression. C'est comme si on avait pris une grosse poubelle, puis on l'a vidée, puis on a mis ça en vrac, puis allez-y, sautez là-dedans, puis fouillez là-dedans, puis trouvez ce qui vous plaît. Mais bon, fait qu'en même temps, il y a ceux qui attendaient une grande révélation, cette révélation-là, elle n'est pas là. Et ceux qui s'attendaient à des documents intéressants, mais qui auraient pu avoir un contexte qui nous aurait permis de mieux comprendre ce qui avait été observé, on n'a pas ça non plus.
Donc, ça ne fait que des insatisfaits. Il y a quelqu'un qui m'a écrit cette semaine en me disant « J'avais pas d'attente, mais j'ai quand même été déçu. » Ouais, bon. Tu sais, fait que tu vois un peu. Fait qu'écoute, donc ça, c'est un peu le contenu de ces documents-là. Et après, on va faire une pause si tu veux. Puis après, Bien sûr. je me suis arrêté sur quelques-uns de ces documents-là. Puis je vais les analyser pour toi pour te donner un peu le contexte de quelle façon ces documents-là ont été publiés. Excellent, ne bougez pas, vous êtes dans les Radio X-Files sur les ondes de choix 98 Radio X. Radio X Files. Avec Christian Page. Radio X. Ray the Sports. Dans Morel Live. Et Will est en direct. Ray the Sports. Radio X. Présenté par Unicanva. Chez nous, vous aurez une variété de produits hors du commun. Toit rigide en acrylique, verrière, auvent rétractable ou mur sur rouleau. Unicanva avec un S.com. Oh non, mon verre de contact est tombé dans le sable. Il est juste là. Ah, m'allez le rincer. Oh non, je l'ai échappé dans la mer. Il est là, il brille. Je vais te prendre un 649. Prochain tirage, 46 millions. Chez Sport Expert et Atmosphère, les aubaines qui font bouger sont arrivées. Profitez de jusqu'à 50% de rabais sur une sélection de vêtements, chaussures et équipements. Juste à temps pour le long week-end. Détails en magasin. Sport Expert d'ici. Cet été, pas besoin d'aller loin pour décrocher. Grâce à Concept Piscine Design, ta cour peut devenir ta destination vacances préférée. Profite d'une piscine hors terre Tulum 12 pieds équipée, installée et chauffée à 4 659 $. Ou pour les amateurs de détente et de chaleur, Concept Piscine Design t'aide à relaxer au max avec un spa à partir de 5 399 $. Concept Piscine Design, autoroute Henri IV, sortie Sainte-Geneviève, installateur de bonheur depuis plus de 35 ans. Pépé en lait, c'est la place à Québec. Bœuf Angus de catégorie 3A+, porc, poulet, agneau, poisson, fruits de mer, épices et sauces. Tu recherches la qualité et des produits supérieurs au meilleur prix? Rendez-vous au Pépé en lait, 2610 boulevard Amel, Québec. Cette semaine chez Maxi, si tu te poses la question, ben oui, on a plein de rabais. Le melon d'eau à 3,77, le bœuf haché maigre à 4,99 la livre, 11 $ le kilo, 1 kg de fromage Saputo Mozzarellissima à 10,99. Plus de détails en circulaire et chez Maxi. Ou comme on dit, ben oui, Maxi. Allô, c'est Marie de l'entrepôt de la Réno. Chez nous, les prix d'entrepôt, c'est à l'année. Nos céramiques 24-24 sont toujours à 1,99 ou 2,99 du pied carré. L'entrepôt de la Réno, ouvert au public, coin Chauveau, Henri IV. Entrepôtdelaréno.com. Les erreurs de feuille de temps te font perdre du temps et de l'argent? Mobile Punch a un nouvel outil de communication intégrée. Une application tout en un qui centralise les feuilles de temps, les photos de chantier et les échanges entre le bureau et le terrain. MobilePunch.com, plus de 40 000 utilisateurs. T'es dans la construction? Prends action dès maintenant pour obtenir ta licence RBQ. Depuis plus de 15 ans, le groupe GSC accompagne les entrepreneurs en construction partout au Québec. Formation intensive et encadrée pour t'aider à réussir tes examens RBQ avec confiance et efficacité. En classe, en ligne ou hybride, on s'adapte à ton horaire et à ta réalité d'entrepreneur. Avec nos horaires flexibles, concilie études, travail et vie de famille sans stress. Visitez groupegsc.com. Groupe GSC, formé pour bâtir. Envie d'une soirée qui sort de l'ordinaire? À l'atelier, découvre nos cours de mixologie. Du jeudi au samedi dès 18h, apprends à shaker comme un pro lors d'un cours d'1 heure. L'expérience comprend 2 cocktails et 2 bouchées par personne, le tout pour 30 $ seulement. Profitez de 15 % de rabais sur la nourriture en participant à un cours de mixologie. Et si tu veux prolonger le plaisir, on te relocalise à une table pour poursuivre la soirée. Les cours de mixologie à l'atelier, une expérience à savourer, verre en main. Réserve dès maintenant, bistrolatelier.com. Allô, c'est moi, ton sommeil. Dormez-vous et moi, on voulait te jaser de quelque chose. Dans les 10 dernières années, pense à tout ce qui a changé. T'as changé de job, t'as changé de maison, t'as changé de voiture, t'as changé de lunettes, de gym, t'as changé de shampoing, t'as même changé d'opinion sur la K-pop. Ça, je m'y attendais pas, celle-là, d'ailleurs. Là, ça serait peut-être le temps de changer ton lit. J'ai jasé de ça, d'ailleurs, avec ton mal de dos, il est super d'accord. Pendant l'événement Allez, on change, profitez de 25 % de rabais sur presque tout. Faites vite, c'est pour un temps limité. Seulement chez Dormez-vous. Des conditions s'appliquent. Pour vos portes de garage résidentielles, commerciales, industrielles et agricoles, chez Porte Bédard, on est fort. Conception, réparation, entretien et installation de portes de garage, notre équipe se démarque par la qualité de ses services. Visitez leportebédard.com. Comme la majorité des Québécois, vous avez sûrement des serre-plus-à-rien qui traînent chez vous.
Mais des serre-plus-à-rien, ça peut encore être utile. Ils contiennent plusieurs matières réutilisables qui peuvent servir à fabriquer toutes sortes de produits. C'est pourquoi il est important de les apporter dans un des points de dépôt officiels du programme de recyclage des produits électroniques du Québec. Écocentre, détaillant de produits électroniques ou autres organisations membres du réseau. Recycler ces serre-plus-à-rien, ça sert pas à rien. Visitez recyclermesélectroniques.ca. Qui dit printemps dit aménager son terrain. Et peut-être même planter des arbres. Mais avant de sortir la pelle et la terre, assurez-vous de repérer les fils électriques à proximité afin de planter votre arbre loin de ceux-ci et de limiter les risques de panne. Pensez aussi à choisir une essence d'arbre qui, rendue à maturité, n'atteindra pas les fils électriques. Avant d'aller en pépinière, visitez hydroquebec.com/arbre pour sélectionner le bon arbre et le bon emplacement. Sur ce, bon jardinage. Un message d'Hydro-Québec. Écoutez bien le bruit d'une thermopompe Daikin. Excuse, tu peux-tu arrêter la musique, là? C'est parce qu'on n'entend rien. Ben, OK, mais tu peux-tu arrêter ça aussi, là? On n'entend rien. Bon, ben, c'est ça, hein? Avec une thermopompe Daikin, on n'entend rien. Combinez les rabais Daikin et les subventions jusqu'à 6 275 $. Le retour de Radio X. Cherchez pas la journée où on va payer moins d'impôts. Au Québec, ça arrivera pas. Là, on veut grossir la machine. Là, ce qu'on veut, là, c'est qu'on va créer des nouveaux fonctionnaires avec des gestionnaires, des ci, des ça, une grosse gamique, une grosse patente, une grosse société pour gérer vos bananes. On lui donnerait un désert à gérer, il réussirait à manquer de sable. On n'a plus de grains, mais on n'a plus de grains. T'as raison, mais... Il réussirait à manquer de sable. Le retour de Radio X. Lundi au vendredi, 15h. Radio X. Présenté par Honda Donnacona et par le nouveau Ford Donnacona. On dépasse vos attentes avec 18 000 $ de rabais sur le Honda Prologue 100% électrique et avec des F-150 et des Broncos à prix d'amis. Ouvert le samedi. Radio X Files. Avec Christian Page. Radio X. On est de retour dans les radios X-Files. Juste avant la pause, on parlait évidemment des dossiers qui ont été divulgués dans la grande divulgation la fin de semaine dernière par le gouvernement américain. Et dans le deuxième bloc, Christian Page, tu vas nous faire état de certains de ces documents-là. Bon, il y a quelques documents. Oui. Bon, il y a des documents qui sont quand même un peu ridicules. On retrouve crois-le ou non, on retrouve dans les documents qui ont été rendus publics le rapport Cometa. OK. Écoute, le rapport Cometa, le rapport Cometa, c'est un rapport qui a été fait il y a plusieurs années en France, ancien du gouvernement français qui était notamment attaché au domaine militaire. Donc, des anciens militaires, disons ça comme ça, là. Et ces gens-là à un moment donné, ils ont réfléchi sur la question des ovnis et ils se sont dit, et ils ont produit un document qui s'appelle « Les ovnis, à quoi doit-on s'attendre ?» Et ce document-là, qui était, c'est bien de préciser que c'était pas un document officiel, puis c'est pas un document qui avait été commandé par le gouvernement français. C'est vraiment une initiative privée par ce petit groupe d'anciens militaires qui se sont dit, nous, les ovnis, ça nous intéresse, puis on va faire une réflexion là-dessus. Et ce document-là, une fois qu'ils l'ont fait, ils en ont envoyé une copie à l'Élysée, donc le Parlement français, et le document en lui-même, il a été publié, grand public, si je peux dire, dans un numéro spécial. Il était placé à l'intérieur, glissé à l'intérieur d'une édition d'un magazine qui s'appelait VSD, Vendredi, Samedi, Dimanche. C'est un magazine populaire en France. Comment je pourrais... à quoi je pourrais te le rappeler? C'est un peu comme si Comme un Reader's Digest, un peu? Ouais, un peu. C'est comme Québec Science ou quelque chose comme ça. Tu sais, moi, un magazine comme ça, le VSD, qui voulait dire Vendredi, Samedi, Dimanche, où on parlait de toutes sortes d'actualités. C'est vraiment un magazine d'actualité. Et il y avait eu une entente avec VSD pour que ce document, Les ovnis, à quoi s'attendre, soit distribué à travers le magazine. Donc, ça te montre qu'il n'y avait rien de très secret là, tu sais. Or, parmi les documents top secrets rendu public par le gouvernement américain, crois-le ou non, il y a une copie du rapport, il y a la copie du rapport Les ovnis, à quoi ça doit donc s'attendre, qui avait été diffusé par VSD. Donc, ça montre le niveau de secret, t'sais.
Mais cela étant dit, il y a à travers ça, il y a, comme je t'ai mentionné, il y a des photos, des films, etc. Bon, pour ce qui est des documents, les documents des années 40, 50, des témoignages, des gens qui téléphonent, il y a même quelqu'un qui dit, je pense que j'ai vu un document, je pense du FBI, quelqu'un en 1948 qui dit au FBI, je pense savoir c'est quoi les soucoupes volantes, comme on appelait ça à l'époque, il dit... Ouais. Puis là, il raconte que lui, c'est un Polonais, puis durant l'occupation nazie, les nazis avaient développé des engins, puis c'était probablement une affaire des nazis. Bon. Donc, tu vois, c'est du grand n'importe quoi là, qu'on retrouve là-dedans. Oui. Mais bon, il y a et quand je te dis, il n'y a pas de contexte, il y a quand même quelques documents qui ont retenu mon attention et le manque de contexte, c'est le talon d'Achille. Et tu vas comprendre. Bon, je commence par le document qui m'a le plus intéressé, c'est une photo d'Apollo 17. Apollo 17, je rappelle pour les gens qui nous écoutent, mission lunaire, dernière mission lunaire, on est en décembre 1972. 2 astronautes marchent sur la Lune, Harrison Schmitt et Gene Cernan. Et donc, on a une photographie qui est présentée. C'est là qui est un peu la problématique. On nous montre une photographie qui a été prise sur la Lune. Donc, on voit devant nous, on voit la plaine lunaire, au loin les montagnes lunaires. Et là, il y a le ciel noir. Tous ceux qui ont vu des photos prises sur la Lune, on sait qu'on ne voit pas les étoiles. Puis c'est pas parce que ça a été tourné dans un studio, là. Si on ne voit pas les étoiles, c'est parce que les astronautes avaient des appareils, des Hasselblad. Les appareils photo étaient des Hasselblad avec des magasins et de la pellicule là, dans l'appareil. Mais comme les astronautes avaient les mains gantées, tu ne pouvais pas enlever ton gant sur la Lune. Tu sais, là. On avait déjà calibré les appareils pour que les photos qu'ils prennent, le temps d'exposition, la sensibilité, l'ouverture de la caméra, permettent d'avoir de belles photos lunaires. Puis quand on les regarde, les photos lunaires sont assez bien réussies. Hein? On voit bien les astronautes, le LEM, etc. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas les photos, les étoiles, parce que les étoiles n'émettent pas assez de lumière pour imprimer ou imprégner la pellicule. Pour voir les étoiles, il aurait fallu augmenter le temps d'exposition, une pellicule plus sensible, augmenter l'obturation. Mais à ce moment-là, les astronautes auraient eu de l'air des gros bibendums de lumière. Ils auraient été surexposés, puis c'est pas ça qu'on souhaitait. Mais donc, on a une photo d'Apollo 17. Et je te l'ai mentionné, hein, les photos prises sur la Lune, c'est 6500 photographies, grosso modo, à 1 ou 2 photos près. C'est 6500 photographies. C'est beaucoup, là. Puis on parle essentiellement d'émissions Apollo 11, 12, 14, 15, 16 et 17. Apollo 13, on le sait, ils se sont pas posés parce qu'ils ont eu un petit pépin en route, là. Donc, on a ouais, c'est ça. Donc, on a 6500 photos. Chacune des photos de la NASA a un numéro d'identification. Sinon, tu comprends, t'es perdu. Tu sais, je te dis, cette photo-là a été prise durant la mission Apollo 12. Ouais, mais il y a 6500 photos, là. Je veux dire, c'est laquelle des 6500? Or, c'est un peu la problématique ici. Donc, on nous montre une photo, puis on nous dit, bang, voici une photo prise à Apollo 17. Et là, ce qu'on voit, on voit la plaine lunaire, les montagnes au loin. Et là, il y a comme un petit encadré, puis on nous montre que dans le ciel noir d'encre de l'espace, il y a un petit encadré, et là, on voit 3 petits points lumineux dans l'espace. Et là, on dit, voilà, photo prise avec Apollo 17, puis on voit dans le petit canton 3 petits points lumineux. OK. Et là, mais ça nous dit rien, cela, là. Et là, j'ai fait l'exercice. J'ai dit, OK, je vais aller sur le site de la NASA, puis je vais aller trouver la photo originale. Donc, je suis allé sur le site. Je me suis tapé toutes les photos qui ont été prises durant la mission Apollo 17 sur la Lune. C'est des centaines de photos. Finalement, j'ai trouvé la fameuse photo en question. C'est la AS 17-147-22-470. Donc, ça, c'est le numéro folio de la photo. Et là, donc, tu prends la photo, là, tu regardes. Évidemment, les 3 petits points lumineux, on les voit pas. Il faut un peu surexposer la photo pour voir ces 3 petits points lumineux qui apparaissent, qui sont dans le coin inférieur droit de la photo. Mais là, l'avantage que tu as sur le site de la NASA, c'est que tu as la fiche technique de la photo. Ce que tu n'as pas dans la page du gouvernement déclassifiée. Tu comprends? OK, je comprends, Mettre la photo, puis dire, 3 petits points lumineux dans l'espace. Merci, bonsoir. Oh, là, si tu fais pas cet exercice-là, tu dis, voilà, ça doit être un ovni triangulaire qui est dans l'espace. Mais quand tu vas sur le site de la NASA, puis tu regardes la photo originale, il y a une fiche technique qui va avec. Et ce que l'on lit dans la fiche technique, c'est, je te le traduis en français, photographie prise depuis l'intérieur du LEM lunaire, avant la sortie extravéhiculaire des astronautes, photo prise à travers le hublot du LEM.
Donc, tu as une photographie qui est prise à travers une vitre. Et là, tu me dis qu'il y a 3 petits points de lumière dans le coin, alors que les astronautes, quand ils prennent la photo à travers la vitre, ils sont dans un environnement où il y a plein de voyants lumineux derrière eux qui peuvent se refléter dans la vitre. Ben oui. Tu sais, il veut dire, quand tu t'en vas en voiture, là, tu vois ton tableau de bord qui est la nuit, ton tableau de bord de ta voiture. Donc, tu n'as pas le contexte. Et là, dès que tu vois le contexte, dans l'absolu, entendons-nous, là, Nick, dans l'absolu, ça se peut que ce soit un vaisseau spatial au loin dans l'espace. Mais de toi à moi, quand je te dis que c'est une photo qui a été prise à travers le hublot du LEM, ben, les chances que ce soit un reflet sont quand même plus élevées que c'est un vaisseau spatial extraterrestre au loin dans le cosmos. Tu comprends? Ben, oui. Et c'est là que la problématique. On n'a pas ce contexte-là. Par contre, il y a une autre photo qui, elle, j'avoue que j'étais un petit peu étonné. Il y a une photo d'Apollo 12, mission Apollo 12. Là, on voit, encore une fois, le même décor, sol lunaire, puis là, on voit les montagnes au loin, puis là, on a un autre petit point lumineux dans le ciel. Donc, là, il faut faire attention, parce qu'il y en a une photo aussi, Apollo 12, où on voit un petit point lumineux dans le ciel, puis quand tu vas sur la photo originale, puis tu agrandis, c'est un point lumineux. Puis là, tu dis, il y a un point lumineux dans l'espace. Je vais quand même te faire une confidence, Nick, c'est pas parce que des hommes marchaient sur la Lune que toutes les planètes du système solaire avaient sacré le camp. Non, c'est ça. Fait que c'est sûr que si tu es sur la Lune, tu prends une photo, peut-être que tu vois pas les étoiles, mais si tu surexposes l'image, ça se peut qu'à un moment donné, tu vas voir un petit point lumineux apparaître dans le ciel, puis ça se peut que ce petit point lumineux, ce soit la planète Vénus, Jupiter ou Saturne. Les planètes sont restées là pareil, là, tu comprends? Ils s'en vont pas, là, parce que les astronautes sont sur la Lune. Mais il y a quand même une photo d'Apollo 12 qui nous est montré comme ça en vrac. Encore une fois, pas de numéro de folio, rien du tout, pas de contexte. Donc, je l'ai retrouvé, cette photo-là. C'est la AS12 46 68 48. Et quand on voit cette photo-là, évidemment, encore une fois, quand tu vois la photo, tu ne vois pas... Parce que sur le site déclassifié du gouvernement américain, ils ont fait un petit encadré pour nous montrer qu'il y a comme un petit point, en fait, il y a des petits points lumineux dans le ciel. Et donc, sur la photo originale, sur le site de la NASA, ben, il faut prendre la photo originale, la surexposer légèrement pour voir ces points lumineux apparaître. Et là, on a la fiche technique au côté. Et la fiche technique nous dit bien que cette photo, contrairement à celle d'Apollo 17, celle-là a été bel et bien prise par les astronautes qui étaient sur la Lune. C'est-à-dire, ils sont pas dans le LEM, là, ils sont à l'extérieur du LEM. Donc, ça peut pas être un reflet dans une vitre, là. Ils sont à l'extérieur. Et quand on regarde cette photo-là, on voit effectivement 3 petits points lumineux au loin dans l'espace. Je suis pas un spécialiste en photographie, j'avoue que je sais pas ce que c'est. Parce qu'il faut quand même se dire que sur la Lune, on est dans des environnements particuliers. Par exemple, la Lune n'est pas protégée au niveau électromagnétique par le rayonnement cosmique et autres qui peuvent affecter la pellicule. Donc, je sais pas. Mais cette photo-là est intrigante. On la voit, c'est vrai, c'est intriguant. Encore une fois, 3 petits points lumineux au loin dans l'espace, en supposant que ces points-là ne sont pas un artefact qui est lié soit à la lentille, la caméra ou autre, ben, ça prouve pas qu'on est visité par des extraterrestres. Ça montre qu'on a une photo avec 3 petits points lumineux qui sont un petit peu bizarroïdes, tu sais. Donc, il y a de tout, tu vois, là-dedans, mais bon, il faut quand même se donner un peu la peine de faire quelques recherches. Il y a d'autres trucs qui sont un peu plus, je dirais, questionnables. Hein. On nous met, par exemple, des transcripts de communication entre les astronautes, soit des missions Gemini ou des missions Apollo. Et là, on nous isole des passages en nous disant, ben voici, par exemple, dans Apollo 17, l'astronaute Harrison Schmitt contacte le centre de Houston, puis dit, hey, je vois des lumières dans le ciel, ça semble nous suivre, on dirait quasiment un feu d'artifice du 4 juillet. Et là, on te met cet extrait-là. Mais si tu combines cet extrait-là... C'est un peu hors contexte, ouais. Oui, c'est complètement hors contexte. C'est OK, bon. Mais quand tu prends la photo, puis là, tu regardes pas la photo, c'est-à-dire tu prends le transcript, tu t'aperçois que cette communication-là a lieu 4 heures après le décollage. Or, si tu vas sur le site de la NASA et tu mets en parallèle les photographies qui sont prises avec les heures que les photographies sont prises versus les communications, au moment où Harrison Schmitt dit ça au centre de Houston, tu vois la photo qui a été prise au même moment et qu'est-ce qu'on voit?
on voit le 4e étage de la fusée Apollo qui s'est décroché. Et là, on voit le dessus du lemme lunaire. Et autour du lemme lunaire, on voit plein de flocons dans l'espace qui sont liés à de la glace qui était sur le... Parce que, bon, c'est de l'hydrogène liquide. Donc, c'est quand on voit les fusées qui décollent, d'ailleurs, on voit des morceaux de glace qui tombent parce que la fusée, c'est un peu comme ton boc de bière, là, l'été, quand il fait très chaud, là, qui se couvre de glace, de givre. Donc, quand le vaisseau se sépare, il y a de l'espèce de givre qui est dessus et ces cristaux de glace se mettent à flotter dans l'espace. Donc, on voit, la photo, on voit une très belle photo d'ailleurs, on voit le dessus du LEM qui est encore dans son garage, si je peux dire, qui est le 4e étage de la fusée Apollo. Et là, autour, on voit plein de cristaux de glace qui flottent dans l'air. Qui flotte dans l'espace plutôt que dans l'air. Et donc, on comprend quand Harrison Schmitt dit à Capcom, je vois plein de cristaux qui flottent dans l'air, puis c'est vraiment extraordinaire, on dirait un 4 juillet. Il fait référence à ces cristaux de glace. Mais quand on te met ça sur le site de déclassement du gouvernement, on ne dit pas... on ne donne pas le détail, on ne donne pas le contexte. Donc, tu as l'impression qu'à un moment donné, Harrison Schmitt, il a regardé dehors, puis là, il a vu plein de lumière qui flottaient dans l'air, puis là, il a appelé Houston. Mais quand tu regardes quels sont les films et les photographies qui ont été prises au même moment, tu comprends exactement à quoi il fait référence. Hein. Dans la même foulée, par exemple, on te met l'extrait d'une entrevue, on a même l'extrait audio également, d'une communication durant la mission Gemini 7 avec Frank Borman. Borman contacte, on est au milieu des années 60 à ce moment-là, et Borman, les capsules Gemini, c'était des cabines biplaces. Donc, on avait 2 astronautes. Et donc, là, Frank Borman contacte le Capcom, le centre de contrôle de Houston, et il dit, je vois un objet qui est là devant moi. Il dit, j'ai essayé de le prendre en photo avec la Hasselblad, mais j'ai pas bien réussi. Puis là, c'est étrange. On dirait un objet un peu allongé. Puis, donc, il parle de ça. C'est très intéressant. Et là... il dit, on voit qu'il y a un échange assez soutenu entre le Capcom et la Gemini 7. Et il n'y a pas de contexte qui est donné. Tu comprends? On te montre ça, puis OK, c'est ça. Ce qui est tout à fait vrai. Hein. Cette communication-là, elle est bien réelle. Cet incident-là est tout à fait vrai. Ça a existé, oui. Ça a existé. Cet événement-là, on ne le conteste pas. C'est tout à fait vrai. On oublie de te dire qu'on a trouvé une explication. Et cette explication, c'est à l'époque, quand cet incident-là s'est produit, Borman a donc contacté le Capcom, et là, il dit à Capcom, je vois cet objet-là. Et je sais pas ce que c'est. Capcom vérifie, ils ne voient pas non plus, eux, ce que c'est. Donc, ils vont demander à la NORAD, et NORAD ont un registre de tous les objets qui sont dans l'espace, ils les suivent en orbite, et là, on demande à la NORAD, on demande, et la demande, elle est claire, on dit à NORAD, vérifier ce qui peut être près de la cabine de Gemini en éliminant tous les éléments de la fusée Gemini. Donc, c'est ce que l'on fait. Donc, la NORAD met un filtre et on enlève tous les éléments fusée de Gemini, incluant la capsule. Et là, en regardant, on trouve rien. Donc, la NORAD recontacte Capcom en disant on ne sait pas ce que c'est, puis il n'y a rien à ce moment-là dans l'espace. Donc, c'est bel et bien un objet volant non identifié. Donc, Frank Borman revient sur Terre et là, il a même pris des photos. On voit un petit point lumineux. Les photos sont pas bonnes. On voit un petit point lumineux dans l'espace, mais pas grave. L'incident, il est tout à fait vrai. Là. On le conteste pas. Donc, Borman revient, il y a le débriefing, et là, éventuellement, en regardant à nouveau les données du vol, puis tout ça, évidemment, on essaie de comprendre les anomalies, et là, à un moment donné, on comprend c'était quoi l'erreur. L'erreur de la NASA, c'est d'avoir demandé au NORAD de vérifier ce qu'il pouvait y avoir dans l'espace aux côtés de la cabine Gemini en éliminant les éléments fusés de Gemini. C'est ce qu'ils ont fait, et il n'y avait rien. OK, d'accord. Mais si tu refais le même exercice en enlevant dans ton fil que la cabine Gemini, pas les éléments fusés, que la cabine. On a vu apparaître que le 2e étage de la fusée Atlas se trouvait à proximité de la cabine. En fait, tout le long de toute cette histoire, ce que Frank Borman voyait par le hublot, c'était le 2e étage de la fusée du propulseur, de la fusée propulseuse, qui se trouvait à quelques centaines de kilomètres de distance, mais qui était très brillante dans l'espace. C'était ça, son ovni. Mais il fallait quand même plusieurs semaines avant de comprendre qu'est-ce que c'était. Donc, qu'on te met la communication de Frank Borman,
qu'on te met le transcript de la communication et qu'on te met même l'audio où Borman dit voilà, je vois ce truc, ben, si tu t'arrêtes là, tu dis, ben ça y est, c'est un ovni. Mais si tu te plonges plus loin dans l'histoire et tu suis un peu ce qui s'est passé par la suite, ben on la connaît, l'explication, hein, aux gens. Quand tu parles aux experts des vols spatiaux, puis tu leur parles de l'OVNI de Frank Borman, c'est célèbre. L'OVNI de Frank Borman, c'est célèbre. Et moi-même, j'ai déjà posé la question à Frank Borman lui-même. Puis Frank Borman me dit, ce que j'ai vu, c'était l'élément fusée, that's all, le propulseur. Puis là, je le sais de la bouche du cheval. Là. D'ailleurs, le week-end dernier, j'ai été en conférence à Québec où je présentais justement des histoires d'ovnis liées au programme spatial. Et je l'ai montré aux gens, là, les gens qui étaient dans la salle, j'ai parlé de cette histoire-là de Frank Borman et j'ai montré les échanges de courriers que j'avais avec Borman où il me dit noir sur blanc, cherchez pas d'ovni, ce que j'ai vu, c'est l'élément fusée, point à la ligne. T'sais. Donc, quand on te met ces éléments-là, on te les présente comme ça en vrac, sans contexte, bien évidemment, tu peux être amené à croire à la présence d'ovni, tout ça, mais si on pousse un petit peu plus loin la recherche, bien là, finalement, on découvre qu'il n'y avait pas grand-chose là-dedans. Et c'est un peu à l'image de tous les documents qu'on retrouve dans cette divulgation. Des dossiers lancés en vrac, sans contexte, dont certains peuvent sembler très intrigants, mais qui finalement, quand on fouille, on se découvre qu'il n'y a rien là-dedans qui nous permet de conclure à des visites extraterrestres. Non, c'est ça. Le document dont on parle le plus depuis une semaine, c'est assez amusant parce que ce document-là aussi, on sait ce que c'est. Hein? Encore une fois, c'est l'aspect de pas de contexte. Il y a une vidéo qui est très intéressant, il faut quand même le dire. Là. Je veux dire, quand on n'est pas un spécialiste, on peut être dupé. Moi-même, quand je l'ai vu, j'ai dit, tu sais, ma première réaction, en fait, la vidéo est connue depuis 2024. Et la première fois que j'ai vu, là, en 2024, ce qu'on avait, c'était des photos du vidéo. On n'avait pas le film lui-même, on n'avait qu'une photo du vidéo. On voit une espèce d'ovni, hein, c'est une image qui a été tournée en infrarouge. Donc, ce que l'on voit, c'est toujours important de rappeler aux gens, quand on a des images en infrarouge, on ne voit jamais l'objet. On voit la chaleur de l'objet. C'est bien important de se rappeler ça. L'objet, lui, on le voit pas. C'est la chaleur qu'émet l'objet qui apparaît à l'écran. Donc, l'image qui est connue depuis 2024, on voit comme une espèce d'étoile. Donc, tu dis, waouh, c'est un ovni en forme d'étoile. Puis cette image-là, elle a été tournée, c'était de mémoire, je pense, au Moyen-Orient en 2013, par une plateforme de capteurs de surveillance en infrarouge qui avait capté cette image-là. Donc, on voit cette espèce de, appelons-le, on l'a surnommé l'ovni chandelier. Donc, c'est un peu, si tu te couches, par exemple, tu as un chandelier au-dessus de toi et tu t'étends sur le plancher puis tu regardes le chandelier par en dessous, ben, c'est un peu à ça que ressemble l'objet, d'où son nom, le chandelier. Donc, tu regardes ça, tu dis, wow, c'est intriguant, mais on sait ce que c'est aujourd'hui. Donc, même si on a mis cette vidéo-là, puis elle fait fantasmer des amateurs d'ovnis, ben, c'est poète, parce qu'en fait, ce que l'on voit, là, c'est un parachute flares, hein, donc une fusée éclairante avec un parachute. Et donc, l'aspect d'étoile que l'on voit, c'est le capteur optique. Hein. Les capteurs optiques, dépendamment des caméras qu'on utilise, le capteur s'ouvre, il y a des reflets qui peuvent se produire à l'intérieur de la caméra. Et là, on voit, on appelle ça le bogey, c'est-à-dire la forme de l'obturateur. Et c'est cette forme d'obturateur qui donne à la lumière qui entre cet aspect de chandelier. Et même à un moment donné, quand tu regardes le film, la chaleur qui est dégagée par cette fusée éclairante est suffisamment élevée pour éclairer le parachute qui est au-dessus. Parce que, bon, évidemment, on ne le voit pas, le parachute, parce qu'il est dans l'air ambiant. Donc, il ne se distingue pas en termes de température, il ne se distingue pas de l'air ambiant. Mais à un moment donné, il faut croire que la fusée éclairante fournit suffisamment de chaleur pour éclairer, pour réchauffer légèrement le parachute et peut-être sur une période de 2 ou 3 secondes, on voit le parachute qui apparaît au-dessus du chandelier. Donc là, on voit bien que c'est un parachute flares. Mais quand tu n'es pas un spécialiste, tu regardes ça, ça peut paraître très étonnant. Mais encore une fois, si on fait appel à des spécialistes, on regarde le contexte, on découvre que finalement, on s'est peut-être énervé pour pas grand-chose. Là, donc, c'est un peu ces documents-là. Je pense que
on reste un peu sur notre appétit. Ceux qui croyaient la grande révélation arriver, puis qu'il y aurait un jour J, là, de hier, il n'y avait pas d'extraterrestres, puis aujourd'hui, il y a des extraterrestres. Il faudra repasser. Pour ça s'est pas passé. Et les gens comme moi, on est un peu déçus parce qu'on nous montre des trucs qui, a priori, peuvent paraître intéressants, mais c'est tellement hors contexte, on ne connaît pas vraiment les conditions dans lesquelles soit ces images-là ont été prises, ou même, puis je dis pas que c'est malhonnête, le fait de nous mettre une transcription avec Frank Borman, l'astronaute, par exemple, de Gemini 7, qui raconte avoir vu un ovni, c'est pas malhonnête, c'est tout à fait vrai, là. Il a vu ça, puis il l'a rapporté, puis ça fait partie des transcripts. Mais malheureusement, si on pousse un peu plus loin la recherche, on découvre que quelques mois ou quelques semaines après le vol de Gemini 7, on a découvert qu'on avait commis une erreur en mettant des filtres qui n'auraient pas dû être là et qui nous auraient permis plus rapidement de découvrir ce à quoi Frank Borman faisait référence. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'était mon analyse des dossiers rendus publics par le gouvernement américain sur le jour de la grande révélation. Malheureusement, pas d'extraterrestres, pas d'ovnis, pas de vaisseaux et de secours. On nous annonce que ce n'est qu'un premier lot de documents, qu'il y en aura d'autres qui seront rendus publics ultérieurement. Donc peut-être que dans les documents à venir, on va découvrir que oui, le gouvernement a bel et bien des soucoupes et des extraterrestres dans des hangars souterrains, mais ça fait pas partie de ce premier lot qui a été rendu public la semaine dernière. Bon, ben malheureusement, c'est ça pour la prochaine fois. C'est ça. Hein? Christian Page, toujours un plaisir. Et encore une fois, bon week-end. Et on va se retrouver vendredi prochain pour une autre édition. Absolument. Bon week-end à toi. Bonne fin de semaine. C'était les Radio X-Files sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Au retour, la S'Exploratrice avec Mélanie Trudel. Radio X-Files. Avec Christian Page. Radio X. Ah, maman! Le Space. Oulé à toi! Cast. Avec JF Blais. Et Louis Gauvin. C'est un show, c'est ça. Lundi au jeudi, 19h. Hein? Radio X. Présenté par l'Atelier. Découvre notre nouvelle offre, les cours de mixologie. Tous les jeudis, vendredis et samedis, dès 18h, apprends shaker comme un pro lors d'un cours d'1 heure. bistrolatelier.com. Les économies s'installent chez Corbeil Électroménager. C'est notre vente sous la tente. Et pour un temps limité, on paie les taxes. Dépêchez-vous, ça se termine le 20 mai. Corbeil Électroménager, plus spécialiste que jamais. Détails sur corbeillelectro.com. Les économies rayonnent à l'occasion du long week-end chez Jean Coutu. Ce vendredi, samedi et dimanche seulement, obtenez une carte cadeau Jean Coutu de 15 $ à l'achat de 75 $ de cosmétiques. Et qui dit arrivée du beau temps, dit célébrer en beauté. Jusqu'au 20 mai, les soins pour le visage ou le corps La Roche-Posay sélectionnés sont offerts à 15 % de rabais. Profitez des belles journées d'économie en magasin et en ligne chez Jean Coutu. Certaines conditions s'appliquent. Détails à jeancoutu.com. Pour l'achat de votre spa, vous devez aller chez Club Spa. Ici, on prend le temps de vraiment bien vous expliquer comment choisir son spa. Plus de 13 modèles en démonstration, des spas pour tous les budgets et très économiques à faire rouler été comme hiver. Réputé pour durer, venez voir pourquoi autant de gens choisissent Arctic Spa. C'est présentement la grande vente de début de saison. Ne manquez pas l'occasion de profiter des meilleurs prix. Club Spa, une entreprise familiale depuis 45 ans. L'ancienne Lorette et Beauport. On dit souvent « qui ne risque rien n'a rien ». Sur un chantier de construction, on prend l'expression à la lettre. Parce que qui ne risque rien n'a rien. Rien comme dans aucun risque d'électrisation, aucun risque de chute, aucun risque d'accident. C'est quand on prend un risque qu'on peut tout perdre. Un bras, une jambe, une vie. Employeurs, travailleuses et travailleurs, pour des milieux de travail sains et sécuritaires, éliminez les risques à la source. Informez-vous sur la hiérarchie des mesures de prévention à appliquer sur les chantiers de construction. Un message de la CNESST. Salut, c'est Max de Barbecue Québec. On connaît tous quelqu'un qui a un barbecue Napoléon depuis 15 ans et qui fait les meilleurs steaks avec son fameux infrarouge. Ben là, c'est à ton tour. Ça fait plus de 15 ans que notre équipe vit et respire le barbecue. Viens jaser avec des passionnés. Barbecue Québec, Québec, Boucherville et Laval et au barbecuequebec.com. Bon barbecue. La soudure chez Can-Am, c'est essentiel. FCAW ou GMAW, ton talent donne forme à des structures d'envergure. Ici, tu travailles avec des outils adaptés dans un environnement sécuritaire, stimulant et surtout avec une équipe solide et fière. Horaire de nuit du lundi au jeudi. Prime de nuit, vêtements fournis et carte CWB possible sur place. Can-Am recrute des soudeurs. Fais partie de l'alliage. www.canam.com. Pour ne pas être dans les patates ou ne pas vous casser la tomate, Jardin Amel.
On vous raconte pas de salade. Le plus grand choix de plants de légumes, fines herbes, fleurs annuelles et vivaces à Québec. Jardin Hamel, votre jardinier complice. 6029 Boulevard Hamel. Ouvert ce lundi de la Fête des Patriotes. Chez Subway, on te laisse choisir ton niveau de piquant. Fait que manger épicé, c'est pas dangereux. Cool, parce que moi, on m'a toujours dit, attention le feu, c'est chaud, c'est... Délicieux! Oh, le nouveau menu chaud comme tu veux de Subway. C'est 3 sandwichs. Poulet ranch ou piri-piri relevé. Poulet au miel épicé corsé. Ou délit façon Nashville endiablé. Fraîchement préparé dans notre nouveau pain au piment Ghost. C'est relevé, corsé, endiablé. Etc. Plus de remise en question. Tu peux suivre les indications. Subway, mange frais, sens-toi bien. Fraîchement préparé. Pour un temps limité dans les restaurants participants. Et voilà, votre auto est réparée. Wow! Plus de traces d'accident. Et oubliez pas, vos réparations liées à une réclamation sont garanties à vie tant que vous possédez le véhicule et que vous restez assuré avec TD Assurance. À vie? À vie. Fait que si ma réparation lâche dans 4 ans... C'est garanti. Puis dans 15 ans? Garanti. Puis dans 50 ans? Ah, ben là... Profitez d'une garantie à vie sur les réparations auto liées à une réclamation effectuée dans un centre auto TD Assurance ou chez un fournisseur recommandé. Des conditions s'appliquent. TD, c'est comme ça qu'on rend les assurances plus humaines. Visitez tdassurance.com. Saviez-vous que Promutuel est encore l'assureur grand public le plus recommandé? Ben là, c'est vous qui faites la voix de Promutuel. Oui. Vous les connaissez? Mais ça, je les aime d'amour. J'ai eu un dégât d'eau à la maison. Mon sous-sol était foutu, mais ils m'ont réglé ça. Ils sont tellement efficaces. Pas pour rien qu'on en parle autant. Bon, je finis mon message. Ben oui. Pour un service tellement efficace, choisissez vous aussi l'assureur qu'on aime recommander. Ils sont super. Des conditions s'appliquent. Promutuel Assurance et la 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 la. Gros week-end, gros rabais chez La Tulipe. Profitez de 20 à 30 de rabais sur les produits MSR, Thermarest, Loa, The North Face, Gregory, GSI, Cotopaxi et bien d'autres. Passez nous voir dans l'un de nos 3 magasins ou au latulipe.com. On va se le dire, gérer vos comptes payables à la main en 2026, c'est une perte de temps monumentale.